Et voilà la devise qui anime les forums de médias est sous-tendue par cette trilogie, fidélité, efficacité, régularité. Ces rappels, c'est pour vous rafraîchir la mémoire. À présent, passons à la présentation du plateau de ce soir, en commençant par la droite avec Jean Lokaka, cadre du PPRD. Lokaka, et puis c'est M. Djamba Sambi, je suis politologue de formation. J'assume la fonction du secrétaire général du Club des Patriotes sous le leadership de Michel Kitoko, initiateur de la dynamique Pesa Fongola Mboka. Et après Gandhi Kassende Bokabo Dieudonné, jurisconsulte de formation, spécialisé en droit international public, politiste après des études de Sciences Po à Paris 1, Sorbonne, et puis une expérience au niveau des entreprises des médias, également des entreprises d'économie sociale. Et nous suivons Angèle Makombo, je suis présidente nationale du parti politique dénommé la Ligue des démocrates congolais, en sigle LIDEC. LIDEC, et enfin Ingénieur Kapangana Maïra, je suis fermier, pratiquant. Je suis aussi consultant en développement organisationnel et institutionnel. Je suis cadre de la société civile. Société civile, ok. À gauche, c'est madame. C'est Mami Abongo, je suis analyste indépendante. Oui. Fachi Béton, Simon Adrien Kalinga, porte-parole de l'UDPS. Ok. Oui, je suis Corneille Moulumba, je suis membre cofondateur de l'UDPS au service du peuple congolais depuis une quarantaine d'années. J'en profite pour saluer l'équipe de la commune de Maluku qui nous suit régulièrement, qui a demandé qu'on puisse les saluer pour les encourager. Alors, nous terminons avec Saïd Mbalanga Baudouin, journaliste professionnel, éditeur responsable de journal La Chopo, parlementaire honoraire. J'en profite pour dire ceci aux amis de FCC Cash. Oui au consensus, non à la division. Si vous vous divisez, mais le peuple va repartir. Ok. Nous ne pouvons aucunement oublier la rubrique Les courriers du téléspectateur. Nos excuses à tous ceux qui nous ont écrit. Faute de temps, nous ne pouvons pas tout lire. Cependant, voici quelques courriers que nous avons retenus, rendus par Nadine Luchaka. Courrier des téléspectateurs. Bonsoir Monsieur Noël. C'est écœurant de voir dans notre pays un député national faire des menaces de guerre à toute une nation sans qu'il ne soit traîné devant la justice en flagrance. Le procureur général de la République, près la Cour de cassation, ne déclenche des poursuites que quand il reçoit l'ordre de sa propre initiative. Ne peut-il rien faire, Monsieur Jabir, à partir de Luanda? Bonsoir Monsieur Noël, veuillez équilibrer votre plateau, que Madame Makombo cesse des spéculations comme Mwandansemi à sa sortie des consultations déclarant majorité mécanique. Et voilà, c'est tout pour ces courriers des téléspectateurs. Là, ce message est signé Monsieur Pedro d'Angola. En ce qui concerne Madame Angèle, puisqu'elle a été citée, il y a qu'elle qui peut intervenir là-dessus. Concernant les courriers de Jabir, bon, soyons brefs, mais alors très clairs. Ok? Madame Angèle, qu'est-ce que vous pouvez dire? Je crois que c'est un compatriote basé en Angola qui dit que il faut que vous équilibriez le plateau parce que Madame Angèle Makombo semble reprendre la même analyse ou propos d'un leader politique qui qualifie la majorité FCC de majorité mécanique. N'est-ce pas, c'est ça? Eh bien, moi, je ne sais pas le vocabulaire que j'utilise. Quand je parle de cette majorité-là, en général, je dis que c'est une majorité factice. C'est une majorité fabriquée. Parce que toute personne qui est spécialiste en sciences politiques, même d'ailleurs sans être spécialiste en sciences politiques, sait que ça ne se voit pas.
c'est rarissime que lors d'une même élection, de mêmes élections générales, qu'on puisse avoir ainsi un président élu appartenant à une certaine famille politique, en l'espèce au Congo c'est l'UDPS, et au même moment, le même peuple est élu au Parlement, donc Assemblée nationale, Sénat, Assemblée provinciale, gouvernorat, le camp opposé qui était au pouvoir avant et qui l'a rejeté. Ça, c'est jamais vu. Et en tant que leader politique que je suis, je ne dis pas que j'ai eu les moyens de couvrir toute la République, mais une partie de Kinshasa, où on a une base assez solide de mon parti, la Tchangou, où on a été témoin de fraude, mais alors là, de fraude massive. Et beaucoup d'observateurs ont eu à dire d'ailleurs que les élections étaient très frauduleuses. Avec cette machine à voter, il y a eu beaucoup de corruption. Et moi, je qualifie d'ailleurs ces élections de 2018 des pires élections qu'on ait jamais eues. Et donc, j'arrive à cette conclusion que cette majorité que nous avons à l'Assemblée nationale, au Sénat, aux assemblées provinciales, gouvernorat, elle est factice. Et pour vous dire aussi qu'elle est factice, on n'a pas attendu trop longtemps. Nous le voyons aujourd'hui, au moment où se passent les consultations nationales conduites par le chef de l'État, eh bien, beaucoup dans cette majorité cèdent aux sirènes de la division, n'hésitent pas à franchir le pas et on ne peut que s'en réjouir parce que moi, de ces consultations, je souhaite qu'il y ait une recomposition, une redéfinition de la majorité parlementaire pour le chef de l'État, pour lui permettre de mener son action. Et certains de ces députés appartenant à cette majorité factice, parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont peut-être eu tort d'être dans cette majorité, ou bien ils manquent de conviction, eh bien ils vont nous rejoindre pour former cette nouvelle majorité. Donc, désolé de dire à ce compatriote que oui, je persiste et signe, c'est une majorité factice, c'est une majorité fabriquée. Bon, pour une jeune démocratie comme celle du Congo, quand vous dites ça, ça passe. Puisque la vieille démocratie, Trump là-bas, est en train de mettre... Tout à fait. Donc, tout à fait. Donc, j'allais dire ça. J'allais dire que mettons ça dans le panier de l'apprentissage de la démocratie. Oui, c'est un long processus. Et soyons tolérants de part et d'autre, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même étonnant que la grande Amérique, la première puissance du monde, puisse se remettre en cause des élections qui sont passées en bonne forme. Comment ça? Mais justement, l'individu là, c'est le président de la République. Un président de République. Président de la République. Et qui n'a pas accepté. Il n'est pas seul, il a tout un groupe derrière lui. C'est ça, je dis. Ok, d'accord. Voilà. L'apprentissage de la démocratie, c'est tout à fait normal qu'on puisse réfléchir de cette façon. Et en Afrique surtout, vous savez, nulle part en Afrique où on a accepté que l'autre a gagné. Nulle part. Tout le temps, on conteste. On conteste. Le Ghana, c'est l'exception qui confirme la règle. Ok. Donc, vous avez suivi le deuxième courrier de Jabir Ndoko. Madame Mabongo. Merci beaucoup, Monsieur Noël. J'ai eu à le dire la fois passée, où nous avons tous assisté à un député menacer tout un peuple. Vous savez, c'était consécutif à tout ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, tout ce qui s'est passé sur le dossier Minembwe, et tout ce qu'il a eu à dire, ça froisse un tout petit peu. Ça dérange tout un peuple. Mais le comble, c'est que nos services de sécurité ne se sont même pas donné la peine de l'appeler, de le convoquer, de demander à savoir pourquoi il peut tenir ce genre de propos et pourquoi nos services de sécurité ne le font pas. Ils ont peur de lui.
c'est un Congolais comme tout autre. Quand il fait des déclarations qui vont à l'encontre des desiderata de la population, nos services de sécurité sont dans le droit de l'interpeller. Mais malheureusement, même le procureur, le système judiciaire, on le laisse faire ce genre de déclaration, et c'est ce qui est désolant pour notre pays, alors qu'on est en train de nous chanter à longueur de journée que nous sommes dans un état de droit, mais on laisse un député qui a le mandat du peuple faire ce genre de déclaration. Voilà pourquoi j'en appelle à notre pouvoir judiciaire de se saisir de ce dossier-là et de convoquer ce député-là qui puisse nous dire qu'est-ce qu'il veut dire par là quand il dit que nous allons tous mourir comme des idiots. Oui. Et je dis Duralex, c'est de l'ex. Ça veut dire la loi est dure, mais c'est la loi. La loi devrait être appliquée, être applicable dans ce genre de situation. Donc je n'ai pas beaucoup de spéculation là-dessus. Certes, demander simplement à ce que nos institutions fonctionnent, notamment la justice par rapport à ça, que monsieur nous confirme ce propos. Qu'est-ce qu'il a derrière la tête en prononçant ce propos. Donc, à la justice de s'en saisir. Pas de commentaire là-dessus. Oui, Galébé. Kambelembele. Kambelembele. Fachi Beton. Vous êtes Mme Félix Tshisekedi? Pardon? Vous êtes Félix Tshisekedi? Fachi Beton, c'est un nom de marque. Hein. Ce n'est pas une personne comme telle, c'est un nom de marque. Si vous n'avez pas encore compris ça, c'est un cri de guerre, un cri de combat et de victoire, surtout pour amener le pays hors de la misère, hors de l'enfer, pour la terre promise. Alors, ce que je voulais dire par rapport au dossier du fameux député, ou sénateur, je ne sais plus, qui menace les Congolais, en fait, il pose la question du désenvoûtement de notre pays. Nous n'avons peut-être pas encore réussi à nous départir d'une certaine situation. Celle qui a conduit le pays sous les bottes de l'AFDEL. Vous voulez dire qu'il pose? Oui. Il pose un problème. Ces propos posent un problème. D'envoûtement? Non. Désenvoûtement? Désenvoûtement, ça veut dire quoi? Voilà. Notre pays ici vient d'être sous la férule des pays étrangers. Les Congolais n'ont pas toujours le courage de dire les choses en face. Dans ma langue, à moi, on dit, disons-nous ce qui est vrai, ou nous dire la vérité. Nous dire ce qui est vrai, ce n'est pas poignarder la fraternité. Je peux traduire en langue pour que vous compreniez. Kwambilanga mutudi, kimbulanda kufoto. Ça veut dire quoi? Disons à chacun ce que nous avons comme vérité. Le monsieur qui a parlé là a un problème, une question de nationalité. Et vous savez que c'est une nationalité que le Congolais conteste. Ayons le courage de le dire. Quand il dit que nous allons tous vivre comme frères ou mourir comme des idiots, la question qui est là, celle qui fait qu'il y a des millions de morts à l'est du pays, c'est cette question-là. Ayons le courage de l'aborder en face. Est-ce que cette question-là, nous allons l'aborder un jour en face pour crever l'abcès afin que nous vivions en paix? Un vieux sage de l'époque de l'Empire romain disait toujours à ses congénères, à ses compatriotes, Carthago delenda est, parce que Carthage constituait la menace principale pour Rome. Et chaque fois quand il commençait un discours au forum, au Sénat, il commençait toujours par Carthago delenda est. Je nous dis que nous devons avoir le courage de crever cet abcès-là de la question rwandaise au Congo. Des faux Congolais qui ont pris, des vrais Rwandais qui ont pris la fausse nationalité congolaise, posent problème. En mélangeant, en faisant une bouillie là où finalement tout est en train de se compliquer pour qu'on ne sache pas comment extirper la vérité. Cette question-là mérite qu'un jour on la mette sur table et qu'on en parle face à face.
quelqu'un dit je suis de Minembwe et il va se battre, je suis de Mulenge, et il va se battre pour Minembwe qui est à 600 km, je ne sais pas combien de kilomètres de Mulenge. Bon, vous êtes Mulenge, mais Minembwe, c'est comment? Donc ces questions-là sont des questions fondamentales qui doivent être abordées sans froid aux yeux, sans détour, pour que, en ayant dit la vérité les uns aux autres, qu'il n'y ait pas un menteur qui continue à entretenir un mensonge, de se donner une nationalité qu'il n'a pas. Quand il est venu comme réfugié, il est réfugié, suite à la nationalité congolaise, il peut l'acquérir, mais continue à nous entraîner dans des histoires où vous menacez les gens, on va mourir comme des idiots, où on vit comme des frères. Ça ne retrace pas la vérité de l'histoire de la République. Ok. Oui. Donc il faut désenvoûter le pays. Vous vouliez dire? Oui, monsieur le fermier. Juste un mot. Parce qu'on a parlé d'un plateau déséquilibré. Bon, madame a parlé de son camp. Moi, je ne sais pas, où est-ce qu'on me classe. Je pense qu'il faut quand même que l'on respecte aussi ceux qui ne sont ni à gauche, ni à droite. Donc, parce que moi, je suis en train de me dire, quand il dit, notre ami dit, le plateau est déséquilibré, il a compté, nous sommes combien, et puis où est-ce qu'il m'a mis? Alors, je crains qu'il me mette là où je ne suis pas. Voilà un peu ce que moi je voulais quand même que... Oui, c'est les téléspectateurs qui parlent. Hein. Oui. Dans tout le cas, vous savez bien que les Congolais aiment bien la politique, sans trop connaître de la politique. Oui, vous voulez dire un mot, messieurs les journalistes? Monsieur le modérateur, moi j'ai comme l'impression que nous passons à côté de la plaque. On ne vit pas bien dans ce pays. Dieu nous a aimés, Dieu nous a donné beaucoup de richesses, on parle, on voit. Mais le panier de la ménagère n'est pas encore sur la table, franchement. Lorsque la maman part, le courrier, justement, lorsque nous... Moi, je refais ma phrase. Au lieu de parler des Minembwe, de ceci ou de cela, des Rwandais, parlons ventre. Parce que le grand médicament qui existe sur cette terre des hommes, c'est le manger. J'arrive. Si vous mangez bien, vous serez en mesure de faire des débats sur le plateau de la télévision. Si vous êtes affamé, rien ne va. Oui, Djamba. Je voudrais parler sur ce que madame... C'est que madame a parlé de la majorité. Moi, ma question, je voudrais l'aborder dans le sens de l'organisation des élections. Les élections en Afrique, de manière générale, en RDC de manière particulière, prend la dimension de la sociologie électorale. C'est-à-dire les Congolais ont la culture, ce qu'on appelle en sciences politiques, la culture paroissiale. Donc les Congolais ne votent pas les partis politiques. Ils votent les individus au regard des relations ethniques. C'est-à-dire, ils se réfèrent dans les invariants de la dérivation ethnique. Oui, c'est quand madame a dit... Ce qui signifie que... Vous voulez dire quand madame a dit ce qui signifie que ce n'est pas étonnant de dire vous avez un président élu qui perd la majorité. C'est normal. Parce que quelqu'un peut aimer Tshisekedi, il n'aime pas l'IDPS. 80% des gens qui votent pour Tshisekedi ne sont pas des l'IDPS. Peut-être. Beaucoup de gens qui les soutiennent, il y a ceux du PPRD qui ont voté pour Tshisekedi, mais il a son député du PPRD. Alors il ne faut pas vous étonner que comment on peut avoir un président de la République et aussi longtemps que nous avons d'abord l'aspect ethnique qui arrange la politique. Donc vous retrouvez que dans chaque parti politique, il y a des gens à qui on ne l'aime pas parce qu'il a une vision, c'est parce qu'il est son frère ethnique. Alors ce n'est pas difficile de vous retrouver aujourd'hui que tu arrives dans un coin donné. Je donne par exemple à Moueka, parce que tu aimes Tshisekedi, tu vas battre quelqu'un du PPRD par exemple, comme du côté où il y a l'honorable Gobé Minakou chez lui. Donc il y a des coins sur lesquels vous allez vous retrouver, les gens ont posé des actions. Je prends l'exemple comme Mende, à Lodja, par exemple. Donc il y a des gens, même s'il n'a rien fait, mais au regard de son appartenance ethnique, il a un appui. Donc il ne faut pas vous étonner que quelqu'un puisse se constituer
C'est ainsi que dans un pays comme le nôtre, la majorité ou la coalition, elle est bonne. Parce que nous avons des partis où, on le dit chaque fois, il n'y a aucun parti qui réunit toutes les ethnies. Il n'y a aucun parti. Si. Non, il n'a même pas 50 dans les 450. Regardez la structure du parti. C'est ça l'aspect représentatif. Le bureau politique de l'IDPS. Oui. Je suis dans la même lignée que lui. Je voudrais rappeler que aux dernières élections, le Parlement a été renouvelé à près de 70%, si pas davantage. Donc les députés qui sont là, ce n'est pas ceux qui étaient là avant la législature passée. Au Sénat, c'est encore davantage. Donc, quand on parle de FCC, on doit tenir compte qu'il y a eu un renouvellement des députés, un très grand renouvellement. Qu'effectivement, les gens votent, on vote les individus. La notion de parti politique n'est pas si intégrée dans nos mentalités. On vote les individus. Alors, dès lors qu'on vote les individus, ce scénario est tout à fait plausible. Que vous puissiez avoir une majorité différente de président de la République. On n'a même pas fait le dépouillement. Je peux terminer? À la Tchangou. Madame, madame, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et vous en avez été Madame, s'il vous plaît, j'ai dit ceci. J'ai dit ceci, que le personnel politique des députés a été renouvelé à plus de 70% à l'Assemblée nationale. Ce sont de nouvelles personnes, de nouveaux individus. Ce n'est pas ceux qui étaient là auparavant. Et au Sénat, c'est encore pire. Ça, c'est un constat que nous pouvons faire. Dès lors qu'on fait ce constat, ben oui, ça veut dire qu'il y a d'autres qui ont été désavoués, qui ont été votés, d'autres ont été votés, ainsi de suite. Ça, c'est une chose importante. La deuxième, pour évoquer le cas qu'on a parlé pour Minembwe, je pense simplement que je regrette qu'il n'y ait pas eu au Parlement des députés pour présenter une motion contre, ne fût-ce que pour blâmer ce que les déclarations de fameux sénateurs vont débuter là-bas. Donc, autour du plateau. Mais attendez, qui ça? Qui ça? Nyarugabo? Personne ne mentionne. Mais non, mais attendez. Ah, vous avez mentionné. Non, mais c'est pas ça. Tous ceux qui ont suivi la vidéo savent. Je veux dire qu'il devait y avoir, ne fût-ce qu'un député, ne fût-ce qu'un, même de l'UDPS, qui aurait pu lever une motion ne fût-ce que pour blâmer, pour blâmer ce qui s'est passé. Qu'effectivement, je regrette que le service ne se soit pas, la justice ne soit pas, soit pas penchée là-dessus, que le procureur ait décidé quelque chose à ce niveau. Soit passé comme ça, comme si de rien n'était. On menace toute une république. Je voudrais dire ceci aussi, que les tueries à l'est du pays, ce n'est pas uniquement Minembwe. Vous avez des multinationales qui pillent les richesses, qui soutiennent des Congolais et avec qui on va s'acoquiner. C'est ceux-là qui entretiennent la déstabilisation à l'est de notre pays. Je ne sais pas, les Béniamounéens, ils sont combien? Je ne sais pas combien ils sont, hein, mais nous sommes la République démocratique du Congo, plus de 100 millions d'habitants. Donc, n'accordons pas trop d'importance à ce qui ne l'est pas. Faisons le recensement dans ce pays, qu'on sache qui est Congolais, qui ne l'est pas. Et tout Congolais peut s'installer dans n'importe quel coin du Congo. Nos villages sont connus, les chefs coutumiers sont connus, on sait qui est où, qui est d'où, ainsi de suite. Donc, ce problème-là ne devrait pas nous distraire par rapport aux enjeux fondamentaux. Donc, procédons au recensement, faisons ce recensement, organisons-nous pour que ceux qui viennent nous piller, nous puissions leur barrer la route. Décidons-nous de faire partir la MONUSCO parce qu'elle nous dérange. Faisons en sorte que, effectivement, nous reprenions les commandes de notre pays. Nous sommes trop distraits. Ok. Donc, c'est les courriers. Nous pouvons passer, nous prenons notre chapitre, le chapitre consultation.
On l'a dit, on le dit, on le dira, la République démocratique du Congo, c'est la locomotive de l'Afrique. Mais faisons tout pour que cette locomotive démarre. Si la locomotive démarre, les wagons vont suivre. Nous espérons que les consultations initiées par le chef de l'État sont le bienvenu à propos. Tout le monde place son espoir dans ces consultations. Les confessions religieuses espèrent que de ces consultations sortirait une nouvelle façon de gérer la République. Nous avons vu la semaine dernière la SENCO se balader du côté de la présidence, du côté de l'ancien président, du côté du Premier ministre et même du côté des opposants. Qu'est-ce qu'ils suivent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Écoutons cet extrait que nous avons retenu de l'intervention de l'abbé Chollet. Au stade actuel, on est désolé, malgré les multiples interpellations de nos pères évêques, les alliés au pouvoir ne font que se quereller au lieu de travailler. La conclusion de la SENCO est claire. Avec la dynamique actuelle de la coalition au pouvoir, on ne peut rien attendre de bon, on ne peut pas espérer la construction de l'État. Il y a donc nécessité d'une solution politique appropriée. Alors, l'idéal serait que dans la coalition, il y ait une autre dynamique. Mais sinon, chacun devrait prendre ses responsabilités parce que le peuple est oublié aujourd'hui. Alors, la SENCO dit que pour cette solution qui doit être trouvée, on doit quand même tenir compte de certains principes. La première chose, c'est le bien-être du peuple congolais. C'est ça qui doit être pris en considération dans la solution appropriée à trouver. Nous, on n'a pas une recette précède. On n'acceptera pas une alliance, une dynamique qui serait simplement un partage de pouvoir entre les leaders et le peuple de nouveau de côté. Première chose. Deuxième chose dont on devra tenir compte, le respect de la Constitution. Troisième chose, la sécurité nationale. Quatrième chose, l'intégrité territoriale. Ça, on y tient. Et il y a la consolidation de la démocratie et la paix. Voilà, ça, les pères évêques ont rappelé au chef de l'État. La grande préoccupation des évêques, c'est le bien-être du peuple congolais. Mais c'est lui qui est en train de gérer le gouvernement. C'est lui qui doit appliquer le programme du président de la République. Et le risque est qu'il soit entraîné dans ce conflit à gauche, à droite, mais rien ne se fait sur le terrain. Mais lui dire que, lui rappeler sa responsabilité à ce moment ici, le danger qu'il peut courir en étant tiré à gauche à droite parce qu'il doit être au milieu, est-ce que ça c'est quelque chose qui n'entre pas dans la mission des évêques? Les gens pensent qu'on est là pour aller chercher du travail. La SENCO ne fait que préparer le terrain pour que, quelle que soit la décision que le président de la République va prendre, qu'on n'oublie pas l'essentiel. Je crois que quand le chef de l'État a annoncé les consultations, moi j'avais dit pourvu que ce ne soit pas un espace pour le partage de pouvoir. Donc, un dialogue encore comme on a eu à la Saint-Sylvestre, est-ce que ça va nous avancer? Je crois que la SENCO est loin de souffrir pour quelque chose qui n'apporterait pas. Mais pour le moment, l'essentiel est qu'on veut une solution politique, quitte à chacun de prendre ses responsabilités. Je parle du président de la République, les acteurs politiques, parce que le peuple congolais sera déçu si, à l'issue de ces consultations, il n'y a pas des indications claires qui montrent qu'on a un nouveau système de gouvernance qui mettrait le peuple congolais au centre de ses préoccupations. C'est ça la conviction de la SENCO. Et ça ne changera pas. Nous sommes les hommes d'espérance. Il y en a qui applaudissent, qui comprennent, qui captent le message. Il y en a une minorité, moi je dis bien une minorité, et on sait bien identifier cette minorité-là,
qui croient que le chef de l'État leur appartient, alors que c'est notre chef de l'État et que nous devons tous travailler pour la réussite de ces pays. La CENCO a promis d'accompagner les institutions, a promis d'accompagner l'institution président de la République, et c'est une façon de le faire. Le président lui-même parle de l'union sacrée pour la nation. Ça signifie quoi? Mais il faut quand même préparer, orienter pour que les choses aillent pour le mieux. Cela ne veut pas dire qu'on est en train de faire autre chose. Je crois que lui-même est assez intelligent et il doit d'ailleurs féliciter la CENCO. Alors, vous venez de suivre les propos tenus par le porte-parole de la CENCO. Jean Lokaka, qu'est-ce que vous en dites? Je vous remercie sincèrement. Je salue Monsieur l'abbé Chollet. Je prends l'aspect qu'il médite sur une solution politique. La complexité des élections en 2018 a fait un président de la République de l'État et a donné une majorité parlementaire à une force qui était identifiée au départ, c'est-à-dire après les élections. Et dans ce bicéphalisme où le président de la République, chef de l'État, qui serait responsable devant le Parlement, qui peut être interpellé, parce que la mise en œuvre de ce fonctionnement ne donne pas au chef de l'État d'être responsable devant le Parlement et qui conduit l'action du gouvernement. Je crois que ce système politique, ce régime politique protège plus le président de la République malgré sa grande vision. Parce qu'il a l'obligation de consulter tous les Congolais face aux problèmes. Maintenant, c'est la responsabilité de l'action gouvernementale. Mais la solution politique serait, dans ce genre de dialogue, dans des cadres de concertation. Alors, la majorité parlementaire de la République donne déjà l'assise au président de la République. Mais il est à noter que la société... Mais pour la démarche de la CENCO, vous dites quoi? Dans la démarche... Ce n'est pas l'église au milieu du village? Je vous remercie. L'église serait au milieu du village. Mais à une condition que si nous respectons la Constitution, tout serait défini. Il y a séparation du pouvoir. Et il y a l'harmonisation des fonctionnements réguliers. Et le président de la République reste l'arbitre du bon fonctionnement. Il n'y a pas conflit entre la majorité parlementaire et le Premier ministre. Il n'y a pas conflit. Mais il y a un état de lieu de la nation qui serait naturellement responsable. Il n'y a pas querelle au sein de... Alors, dans ce cas, s'il faut reconceptualiser la majorité à mi-mandat, et donc sur le plan éthique, moral, déontologique par rapport à une probité morale, est-ce qu'il faut débaucher quelqu'un en mi-chemin pour identifier là ou reconceptualiser la nouvelle majorité? Avec quelle méthode? Parce que nous veillons sur la lutte contre la corruption. Dès lors qu'un député, par le mot simple où les gens disent qu'il a traversé, comment? Et donc il a été tenté par un pot de vin. Et dans ce cas, il tombe dans la corruption. Et je crois que nous ne sommes pas dans un système médiéval. Nous avons concouru aux élections. C'est les représentants du peuple.
Et le jeu des animations des institutions se passe par le Parlement. Et donc, s'il s'avère que tout le monde, par cette procédure, devrait faire fonctionner les institutions de l'État, nous aurons un problème. Mais je préfère que nous respections la séparation de notre pouvoir, l'harmonisation et l'orientation qui, naturellement, s'est fait au sommet de la République pour permettre le bon fonctionnement. Dans cette démarche, ça protège plus le président de la République face aux réalités de l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce qu'il ne serait pas responsable, bien qu'il préside le gouvernement, et la responsabilité serait du Premier ministre face à l'Assemblée nationale. Donc je pense que le bon fonctionnement et le respect de textes, parce que dire que hier, si nous n'avons pas bâti campagne pour la Constitution, et si nous n'avons pas opté pour cette Constitution, et si hier nous avons refusé les élections, face à cette complexité et que la Constitution là existe, les élections nous ont donné le pouvoir, nous pouvons veiller au respect des bons fonctionnements pour l'harmonie du pays. Oui, monsieur le fermier, vous avez suivi l'abbé Chollet? Moi, je pense que les évêques sont au milieu du village. Quand on suit tout leur discours, on sent qu'ils font un effort parce qu'ils retiennent la Constitution comme devant être complètement respectée et ils sont au milieu du village. Rappelez-vous, moi je vous avais rappelé la fois dernière que les consultations, quand on en parle, nous autres, nous avons toujours la mémoire courte. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des consultations au Congo. Mobutu avait organisé des consultations en 90. Et il faut le savoir, tout le monde, je commence même par un gouverneur qui était ici en ville, il était dans la ville, qui composait des chansons pour Mobutu. Vous pensez que si vous regardez votre passé, vous allez voir qu'il y avait dans les temps un gouverneur ici, de la ville de Kinshasa, qui composait des chansons. Voilà. Et il en avait composé aussi pour la consultation. Donc, tout était parti pour que Mobutu rempile. C'est-à-dire, on lui a demandé de continuer parce que c'était bon. Donc, c'était pratiquement acquis que tout le monde était d'accord avec lui. D'ailleurs, on lui avait donné 5 ans, et puis après, on avait ajouté 7 ans, et lui a composé la chanson qui lui ajoutait encore 100 ans. 100 ans. Voilà. Donc, en fait, c'est avec 100 ans qu'on allait aux consultations. Et il n'y a personne qui pouvait pratiquement contredire Mobutu. N'eût été la Senko, dans son terrible mémorandum, lu le large du Kasaï entre l'embouchure du Kwilu et la rivière Kasaï, dans le bateau Kamanyola. C'était lui à ce moment. Quand on a terminé de lire les mémos de la Senko, il a pris son hélicoptère, il est rentré, les autres ont suivi par le bateau. Parce qu'il a entendu des choses qu'il ne voulait pas entendre. Pourtant, tout le monde voulait lui offrir le discours qu'il voulait bien entendre. Non, 100 ans, tout ça. Mais les évêques lui ont fait le décryptage de la situation du Congo telle qu'elle. Et puis, à la fin, les conclusions, il a suivi les évêques. Je pense que vous avez suivi tout ça et c'était comme ça. Donc, c'est pour vous dire qu'ils reviennent, ils parlent du bien-être, mais le bien-être ne peut venir que quand la coalition travaille. La coalition doit travailler pour qu'il y ait du bien-être. En fait, nous avons fait à son temps, quand on a parlé du gouvernement, du programme du gouvernement, nous avons bien démontré, moi personnellement, j'ai démontré que la vision du président était bel et bien coulée dans le programme du gouvernement. À la fin de la première année, vous avez entendu l'évaluation du programme du gouvernement? Où est-ce qu'on a fait l'évaluation? Parce que moi, je suis un praticien des évaluations. Il fallait quand même vous dire, on vient de passer la première année. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché dans le programme du gouvernement? Qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait? Il n'y a pas de... Bon, je ne sais pas, peut-être qu'il y a eu une évaluation, nous autres, on n'est pas au courant. Ça, c'est quelque chose.
Maintenant, on est vers la fin de la deuxième année. En fait, les quelques bribes d'informations, on commence à les entendre à travers les discussions du Parlement sur la reddition des comptes. On parle maintenant de la reddition des comptes pour dire telle chose 0, telle chose 1000%. C'est maintenant que nous essayons de prendre pour essayer de voir, et nous qui sommes les évaluateurs, on essaie de voir, bon, s'il y a eu 0 quelque part, qu'est-ce qu'on pouvait attendre? Si 0, c'était une route essentielle qui devait ramener le produit vers le centre. Si 0, c'est là-bas. Mais on comprend pourquoi tout le reste. Donc, il n'y a pas la culture d'évaluation. Et moi, je mets ça sous la paresse parce que je dis, Dieu nous a donné un pays potentiellement riche. Le Congo n'est pas riche, mais il a des potentialités qui peuvent en faire. Mais il faut travailler. Quand on continue à être paresseux, on ne pourra jamais jouir de ce pays. Donc, la Senko est quand même tout à fait, moi je dis, Bazana Milier et Amboka, donc ils sont en train de travailler pour tout le peuple parce qu'ils ne sont pas pour un camp ou bien pour un autre. Et d'ailleurs, je n'aimerais pas qu'on entende un camp et autre. Parce qu'en fait, j'ai, dans mon quartier, après le discours du président, les jeunes que j'ai observés étaient mécontents. Le président n'a rien dit. Les jeunes disent que le président n'a rien dit. Mais comment le président n'a rien dit? Mais le président n'a rien dit. Ce que nous attendions, est-ce que c'est vous qui devez attendre ou ce que, quand on consulte, moi je pense que si je vous consulte, je prends votre point de vue, je l'avale. Un autre problème qui est embarrassant, c'est les déclarations à la sortie des consultations. Est-ce qu'il faut faire... Qui doit être beaucoup plus décisif dans la... Mais il y a des gens qui prennent la parole devant les journalistes pour impressionner les populations, mais ce n'est pas à eux qui revient le dernier mot. Mais vous essayez d'impressionner la population pour dire, nous avons dit au président ceci, mais s'il ne le fait pas, la population va être déçue. Donc il y a des gens qui, quand ils sortent de consultation, ils parlent pour leur public, mais ils ne tiennent pas compte du président, qui peut décider ce qu'il veut décider. Donc ces déclarations fracassantes qui essayent... notre ami de la Senko, enfin, M. Labé l'a si bien dit, qu'il y a peut-être des gens, un groupe de gens qui veulent s'accaparer du président. Non. Au niveau de consultation, il faut quoi? Le président est au-dessus de la mêlée. Il n'est ni à gauche comme on peut le penser, ni à droite. Il est au-dessus de la mêlée. Laissez-le le temps de pouvoir tout réunir pour que... Parce qu'il y a des gens qui ont leur camp. Mais moi je pense qu'il ne faut pas mêler le président dans ça. Donc, en fait, ils ont rappelé cette exigence qui est très importante pour qu'on puisse aller de l'avant. Oui, la Senko a dit beaucoup de choses, hein. A demandé plusieurs choses et dit, quelle que soit la conclusion que le président va tirer de consultations, il ne faut pas que l'objectif de ces consultations soit le partage du pouvoir. Mais je pense que bon nombre de Congolais qui vont vers le président, c'est pour chercher du travail. Bien sûr. Alors, monsieur, vous avez suivi l'abbé Chollet, le porte-parole de la Senko. Oui. Qu'est-ce qui a retenu votre attention surtout? Moi, je me demande comment est-ce que je pourrais aller au ciel si les évêques ne prient pas pour moi? Et comment vont-ils prier pour moi s'ils passent tout le temps à faire de la politique? Les évêques ne sont pas au milieu du village. Vous avez suivi les élections, vous avez suivi les déclarations au lendemain des élections, vous avez lu les interviews du cardinal Lambongo à Paris, dans la Croix, contestant systématiquement l'élection de Félix Tshisekedi comme président de la République, systématiquement, en même temps que le faisaient les puissances occidentales, parce que ce n'était pas leur schéma. Les évêques affirmant qu'ils avaient des résultats et ainsi de suite. Vous n'avez pas l'impression qu'ils ont évolué? Vous n'avez pas l'impression qu'il y a du dynamisme dans la réflexion des évêques? Noël, moi j'invite les Congolais, à lire un peu, aujourd'hui à l'Internet, l'histoire de l'Église catholique, l'histoire de la papauté, qu'ils sachent qu'est-ce qui s'est passé dans le monde,
Quel a été le comportement de l'Église catholique en particulier en Amérique latine, qui s'intéresse un peu à l'Amérique latine, qui s'intéresse un peu au conflit Est-Ouest? Quel rôle a joué la papauté? L'Église est éminemment politique. Il joue un rôle politique. Si nous ne comprenons pas ça, nous nous ferons toujours avoir. Donc, je dis ceci, que le président de la République assume ses responsabilités, qu'il ne perde pas de temps à écouter. Il est président de la République, il a un gouvernement, il a le pouvoir de remanier ce gouvernement à tout moment si les ministres de ce gouvernement ne répondent pas à sa vision. Il a une majorité de 70% au moins à l'Assemblée, au Parlement. Alors, il doit décider dans le sens des intérêts du peuple congolais. Et il a déjà passé 2 ans. La dernière année est électorale, on ne la compte pas. Il reste 2 ans. Comment faire en sorte qu'avec sa majorité, qui s'organise pour combattre le rappel des troupes de son parti là, pour qu'il joue un rôle, qui apporte le soutien nécessaire. Parce que si nous parvenons à renégocier la coalition sur base d'un programme précis, comme on disait ici, dans le sens des intérêts de la population, comment est-ce que nous pouvons mettre fin à la guerre à l'Est? Comment est-ce que, pour répondre à ce que le chef d'État avait dit, la lutte contre le chômage, contre la pauvreté, concrètement, on fait quoi? Concrètement, on fait quoi dans cette matière pour le travail des jeunes, l'emploi des jeunes? Et alors, comment est-ce que les Congolais peuvent manger? C'est là-dessus qu'on doit avoir des points précis sur lesquels négocier et sur lesquels s'investir pour les 2 années qui sont devant nous. Si on fait maintenant, avant la fin de décembre, alors on peut prendre 2021, partir sur les chapeaux de roue et poser pendant 2 années des actions qui feront que le peuple congolais se reconnaisse. Tout le reste, là, c'est la distraction. Monsieur Noël, sincèrement, vous êtes dans une pièce. Dans cette pièce, vous faites entrer des crocodiles, des scorpions, des fourmis rouges, des lions. Comment est-ce que vous allez vous concentrer pour dormir ou pour réfléchir? C'est impossible. Donc, si le chef de l'État veut s'en sortir, je pense qu'il y a des atouts importants, très importants. Il y a des cerveaux dans ce pays, de 4 coins du pays, qu'il y ait plus de rigueur dans son cabinet, qu'il recompose son cabinet avec moins de va-t-en-guerre, moins des experts constitutionnalistes qui oublient que quand ça dérape dans un pays, la première chose que l'on fait, c'est quoi? C'est qu'on prend la Constitution, on met à la poubelle. Donc, il faut beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse. Il a des atouts importants qui ne sont pas distraits par tout ce temps-là qu'on perd. Tout le temps qu'il perd là. Il reste que 2 ans de travail. Alors, on va le juger, on dira en fin de compte, vous avez fait quoi? Vous avez dit que oui, nous avons parlé. Nous avons écouté les évêques. Que les évêques s'occupent de ce qu'ils doivent s'occuper le plus important. Que chacun, je ne me vois pas moi aller dire une messe, s'il vous plaît. Nous, ceux qui ont la politique, qu'ils fassent la politique, que chacun fasse ce qu'il doit faire le mieux. Je pense que il ne faut pas que le chef de l'État soit distrait. Il a des défis majeurs à relever. Moi, je pense que c'est là qu'il faut mettre le doigt. Ils sont fils du pays, ils peuvent aussi... Oui. Son fils... que le chef d'État a reçu Saï et tous sont enfants du pays. Il n'y a pas de problème. Les évêques aussi. Mais les décisions qui impactent les vies des Congolais, c'est sa responsabilité. Alors, M. Gandhi. Oui, moi je voudrais d'abord remercier Angèle. L'analyse d'Angèle recoupe aussi ce que nous discutons par rapport aux consultations. C'est une bonne analyse. Moi je dis que quand la problématique est mal posée, on ne peut pas trouver de bonnes solutions. On est en train d'analyser le groupement actuel FC5H comme si les choses s'étaient passées normalement, dans un état normal. Alors que vous savez, nous le savons tous que les élections n'ont pas eu lieu. Tout était biaisé, tronqué, truqué. Donc quand on parle d'une situation néfaste comme ça, et puis vous analysez les majorités, quand j'entends parler, les gens élisent par rapport à la tête du client, aux origines, etc. Tout était bien. Certes, les éléments sont vrais dans une république normale, dans un état normal, dans une élection normale. Mais on n'a pas eu des élections normales. Tout le monde le dit d'ailleurs aujourd'hui, quand on sort les accords secrets qu'il y avait. Ces accords, c'est pourquoi il y a eu accord, alors que les citoyens avaient mis les bulletins au niveau du vote des urnes, et maintenant on nous brandit les accords.
Il fallait nous brandir des bulletins de vote. Et puis, donc c'était juste une parenthèse. Je ne vais pas ressortir le débat là-dessus. Je ne vais pas ressortir le débat. Je reviens à l'essentiel. Est-ce qu'il y a possibilité? Nous avons un élément sur lequel... Non, je reviens là-dessus. Je voulais juste le relever parce que je n'ai pas eu la possibilité de parler sur il y a problème. Il y a problème aujourd'hui dans le pays. Les évêques sont des évêques congolais. Ils sont en train de visiter et les politiciens, d'abord la classe politique, ceux qui sont au pouvoir et ceux qui sont dans l'opposition. Je voulais en venir, c'était juste une petite introduction. Moi j'ai dit que, vous l'avez dit d'ailleurs, le mot-clé, vous l'avez dit en énonçant ce chapitre, espoir. L'espoir, c'est le mot-clé. C'est-à-dire, que ce soit ce que vous avez dit, que ce soit ce que les évêques disent, c'est, on cherche quoi? Le bien-être des populations. L'espoir des peuples aujourd'hui, de nos populations, c'est de savoir que ces consultations puissent accoucher des résolutions ou des solutions possibles à leurs problèmes du quotidien. C'est ça, il y a des raisons d'espérer. Les raisons d'espérer, c'est quoi? C'est le fait de rechercher aujourd'hui l'élargissement d'une majorité tronquée d'aujourd'hui, élargir cette majorité, faire en sorte que cette majorité ait une vision commune et que la vision du chef de l'État soit une vision qui soit appliquée, qui soit transformée en acte pour qu'il y ait des solutions aux problèmes d'électricité, problèmes d'eau, de circulation, etc. Donc moi je pense que on doit arriver à l'issue de ces consultations à un nouveau système de gouvernance, à un système qui fera en sorte que tout le monde soit dans le bateau, que tout le monde travaille pour ce Congo, ce grand Congo et pour ce peuple. Alors qu'aujourd'hui, le pays est réparti sur un groupe, et même à l'intérieur de ce groupe-là, on voit que le FCCH, c'est un groupe, comme je l'ai qualifié il y a quelque temps, d'un ballet des hypocrites, un groupe déjà qui ne s'entend pas. Si le FCCH ne s'entend pas, comment est-ce qu'ils peuvent s'entendre pour le devenir du pays? Donc, à ce moment-là, les consultations actuelles sont bienvenues pour pouvoir refaire, repenser l'État, repenser la gouvernance, et je pense que c'est là qu'on peut éventuellement avoir une solution. Voici. Les évêques, eux, en voyant les chefs d'État, ils ont dit, maintenant, réfléchissez pour que vous puissiez travailler pour le peuple. Donc, les évêques proposent une solution politique. Oui. N'est-ce pas? Mais vous autres, là, vous proposez quelle solution, vous? D'abord politique. Oui, madame. Merci beaucoup, monsieur Noël. Nous savons tous ce que fait la SYNCO, ce qu'a fait la SYNCO. Elle a toujours été là pour dénouer des crises dans notre pays. Et dans un pays normal, lorsque le président gagne des élections, logiquement, l'Assemblée nationale est de son côté. C'est-à-dire il est majoritaire dans l'Assemblée nationale et il gère le pays comme il se doit. Dans le cas d'espèce, nous remarquons tout simplement la présidence, c'est un autre parti, et l'Assemblée nationale et le Sénat, c'est... En Amérique, Trump, il est majoritaire. L'Assemblée n'est pas avec lui. Hein? Il n'est pas avec lui. En France, non, la République en marche est majoritaire dans l'Assemblée nationale. La République en marche est majoritaire. Non, je parle de la République en marche. En France, Mitterrand n'avait pas la majorité au Parlement. Hein? Pour le moment, la République en marche est majoritaire. Mitterrand avait la majorité. Il était président, il avait la majorité au niveau du Parlement. Ce n'est que par la suite, au bout de 2 ans ou de 3 ans de gestion, que le peuple a dit, ça ne va pas. Donc, il a dissous pour gagner les élections. Et quand il a dissous, il a perdu, bien que président. Ce n'est pas les mêmes élections au même moment. C'est ça le problème chez nous. Qu'on s'entende bien. C'est pas au même moment. Qu'on s'entende bien. Ce n'est pas la première fois qu'un président n'est pas la majorité au Parlement. Le tout premier président de la République démocratique du Congo, Joseph Kasavubu, n'avait pas la majorité au Parlement. Il n'était pas élu au suffrage universel. Est-ce qu'il avait la majorité? Mais il n'était pas élu au suffrage universel. Alors, il ne pouvait pas avoir la majorité. Oui, monsieur Noël. Et nous vivons ce cas de figure. Et le chef de l'État lui-même constate qu'il y a des quoi qu'il nous a dit dans son discours de 6 minutes, ce discours qui a amené certains dans des retraites, certains dans des réunions, et ça conduit à certaines agitations. Il veut consulter la population congolaise.
les personnes ayant une certaine représentativité. Il a commencé une démarche. Laissons-le aboutir à cette démarche-là. Sûrement, il y aura une solution. Il a dit, toutes les voix seront sur sa table. Là, c'est que fait la Synco aujourd'hui. La Synco, quand elle a constaté qu'il y avait des coups qui se rentraient, c'est à ce moment-là que la Synco devait intervenir. Ce n'est pas maintenant le chef de l'État à amorcer une démarche et vous voyez la Synco commencer encore à faire des visites auprès des... Mais dans ces maintenant 2 démarches, mais on ne sait plus où on va. Qu'on laisse d'abord le chef de l'État terminer ce qu'il veut faire. Parce que qu'on le veuille ou pas, il arrivera à une solution politique. Et c'est ce que nous attendons. C'est que la Synco fait maintenant, je ne sais pas ce qu'elle est en train de faire, mais qu'elle reste calme, qu'elle attende, parce qu'elle devait intervenir avant que le chef de l'État fasse ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Parce que tout ce que M. Chollet a dit, il s'était en train de se quereller, mais la Synco était où pour appeler les 2 autorités morales, les mettre ensemble et leur demander qu'est-ce qui se passe. La Synco ne l'a pas fait. Et quand lui-même, le chef de l'État, constate que je risque de faire 5 ans, je tourne en rond, alors autant mieux que je puisse consulter. Et on a vu quand même les gens venir vers lui. Je voulais aussi dire quelque chose. Les Congolais accourent vers le président de la République pour lui dire, Monsieur le Président, vous devez faire ceci, vous devez faire cela. Qu'on arrête de faire de la récupération. Et là, je parle à l'UDPS. Ne faites pas de la récupération parce qu'on ne va pas voir l'UDPS, on va voir le président des Congolais. Quand vous faites la marche pour soutenir les consultations, on ne va pas vers l'UDPS. Si moi je vais aux consultations vers le chef d'État, je vais voir le chef de l'État dire ce qu'il doit faire. Je ne vais pas voir l'UDPS. Et c'est ce que l'UDPS doit éviter de faire de la récupération. C'est un problème qui concerne tous les Congolais. Donc pour chuter... Ça c'est n'importe quoi. Pour chuter, c'est mon point de vue. Pour chuter, je voulais simplement appeler la Synco de se calmer, un peu de retenue, parce que c'est un peu mal perçu au niveau de la... Mais que vient faire la Synco maintenant? Que vient faire la Synco maintenant? Qu'on laisse le chef de l'État aller jusqu'au bout de sa logique, parce que il a déjà entendu, il continue à entendre, et nous attendons d'ici le 23 ou le 25, il va nous dire ce qu'il aura à décider. Madame Makombo. Madame Makombo appuie à 100% ce que vient de dire Madame Ambongo concernant la Synco. C'est brouillon ce que fait la Synco. Effectivement, le chef de l'État a lancé une initiative le 23 octobre. Il conduit ces consultations. Beaucoup de gens pensaient que ça n'allait pas avoir beaucoup de succès, mais vous voyez l'engouement. Tout le monde veut y aller, tout le monde frappe au portillon. Même se fait voir. Pour dire ce qu'il a à dire. Et la Synco, quand elle a été reçue, elle a dû dire ce qu'elle avait à dire. Elle a dû remettre un mémorandum. Elle a dit des choses pertinentes, notamment ce qu'on a entendu l'abbé Chollet dire. Mais maintenant, elle fait maintenant des consultations. Mais ça fait brouillon. Et ça, je suis d'accord avec vous. Les gens se disent, mais Synco en gros boni. Kaboaboa, oui. Boni, attendez. Et là, j'avoue que je suis catholique pratiquante. Comme je dis souvent, je suis ce que je suis en grande partie grâce aux catholiques. Mais non, là, je suis d'accord avec vous, qui ne sont pas au milieu du village. Nous les avons vus, vous étiez là au dialogue de l'Union africaine, quand du haut de son perchoir, Edam Kojo voyait à l'abbé Chollet sortir de la salle. Monsieur l'abbé, restez donc. Lui disant, tant qu'on parle, il y a de l'espoir. L'abbé Chollet a quitté. Pourquoi? Pour les discussions de la Synco. Et alors maintenant, on se pose aussi la question, qu'est-ce que ça cache? Est-ce que ça cache une initiative de dialogue que la Synco voudrait mener? Il a réfuté ça, il a dit que c'est... Bon, on ne recommence pas les dialogues. En tout cas, ça fait désordre. Et quand vous dites qu'est-ce que nous attendons des consultations, moi en tout cas, sans embâche, j'attends des consultations qu'il y ait une dislocation de cette coalition. Le chef de l'État, dans ces 6 minutes, nous a bien dit, il y avait une réalité politique, je suis de tel camp, les autres sont de l'autre camp, on a voulu travailler ensemble pendant près de 2 ans, mais il y a chaque fois des blocages.
eh bien, maintenant, c'est difficile de continuer. Vous qui êtes des sciences pour dislocation, c'est un beau mot pour l'homme politique. C'est le mien, je l'assume. Il faut qu'ils se séparent. Ça me fait penser à un couple. C'est les vôtres. Oui, monsieur Kalonda. Les vôtres, nous parlons République. Nous ne parlons pas Makombo. Oui, donc, vous le ressentez mal, bon, séparation si vous voulez. Ça me fait penser à un couple où on est deux et que là, au lieu de voir l'action commune, on va dans la même direction, on se met des bâtons dans les roues, des pots de banane, on ne soutient pas son conjoint, on est en train toujours de le critiquer, on veut couler le conjoint. Le conjoint dit non, arrêtons, on discute. Oui, on se fait des promesses, des bisous, on reprend. Mais on reprend. Toujours. Et au bout d'un moment, l'un des conjoints dit, nous arrêtons les frais. Mais vous, on vous dit, vous arrêtez les frais, vous accrochez à cette... À l'accord. Vous vous accrochez à cette union que vous êtes chaque jour en train d'essayer de défaire. Non. Et entre-temps, comme dit, là je suis d'accord avec l'abbé Chollet, querelle sur querelle, entre-temps, c'est le peuple congolais qui paye. Mettons fin à ça, fin de la coalition, nouvelle majorité recomposée, qui permettra au chef de l'État d'avoir un nouveau gouvernement, espérons-le resserré, de gens compétents, avec une haute moralité politique, et en 2023, il y aura un bilan, ça sera lui qui va l'assumer, si c'est bon ou c'est mauvais. Mais ce méli-mélo, et les évêques s'en mêlent, non, c'est trop. Ok, monsieur Saïlé. Monsieur le modérateur, je suis calme, serein, parce que je sais que la RDC est un pays laïque. Les protestants ont parlé, les musulmans également, les églises de réveil aussi, et la Cinco. Chaque groupe est venu devant la presse pour dire ce qu'il devait dire. Tant mieux, c'est la démocratie, on écoute et puis on évalue. Tout le monde parle du peuple. Mais je vais vous donner un exemple simple de la souffrance du peuple. Vous savez que les médecins qui nous soignent à tout moment ici sont victimes des faux médecins. Comment vous dites dans un pays organisé, ce sont des faux qui montent des coups et qui reçoivent de l'argent, les vrais meurent de faim. Ça, c'est quel pays ça? Modérateur, c'est quel pays ça, franchement? Comment voulez-vous que l'ONATRA avec tous les bateaux tombés en panne, avec le personnel est affamé, ça fait 32 mois. Ils ne touchent pas l'argent. L'ONATRA. La SNEL, avec l'argent qu'on leur donne, il n'y a pas de lumière. La régie des eaux, les intrants sont finis. Ça, c'est quel pays ça? Nous voulons nos chefs, nous admirons nos chefs à l'initiative, mais les concrets, s'il vous plaît, monsieur le modérateur, le concret veut dire, moi, ça y est, je quitte la maison chez moi, madame me dit, bonne journée. Mais ça peut dire qu'elle dit bonne journée, et elle n'a pas besoin de l'enfant, dis à ton papa qu'il n'y a plus de sel. Mais moi, je dois faire quoi? Comme il n'y a pas de sel, je fais quoi? Parce que je n'ai pas. Les journaux ne sont pas achetés. Un journal égale 2500 francs, incapable d'acheter les Valonatra. Si vous attrapez un reportage, peut-être à la SNEL ou bien à la DGRAD, il faut être musclé pour que votre facture soit signée. Même si la facture est signée, monsieur le directeur. Mais quel calvaire pour aller à la caisse. Vous n'irez pas à la caisse, parce que même les huissiers qui reçoivent la facture, qui approuvent la facture du DG, vous dites que mes vieux, c'est le biboni. Alors, voilà la République. Et tout ça, ça nous crée des insomnies. Moi, j'ai parfois des insomnies. Je regarde la télévision jusqu'à 4 h du matin, madame dit quoi? Mais je dois faire quoi au lit? Parce que j'ai des problèmes, je n'ai pas d'argent. C'est très important. Des téléphones. Moi, je vous dis, c'est ça. Mon fils aîné habite Goma. Sa famille est tombée victime d'un court-circuit. J'ai perdu 2 petits-fils. Le monsieur Nyakeru, c'est le protocole du chef, a été chez moi à Goma. Mon fils a été à Massissi, l'accident a eu lieu de la parcelle sur avenue Lumumba, numéro 2. Même le président a envoyé le gouverneur pour voir ce qui se passe là-bas.
Mais jusqu'aujourd'hui, mon fils m'appelle papa. Qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, mon fils, je n'ai pas un autre verbe. Prendre patience. Mais la voix prendre conscience, il n'y a rien, tout est brûlé. Je dois crier sur quel toit? Les bailleurs nous font voir de toutes les couleurs. Si vous avez un mois d'arriéré, il va chez le bourgmestre pour attraper la mise en demeure. On ne respecte pas l'autorité. Alors, où allons-nous dans tout ça? Madame, je dis parce que ce n'est pas moi, et c'est la population, et tout. Mais la République est devenue grabataire. Faisons en sorte que le citoyen congolais dont on parle ici se remette du lit, s'asseye, demande ne fût-ce que du thé au pain, s'il vous plaît. Oui, Djamba. Merci beaucoup pour la parole, monsieur le directeur. Moi, je voudrais aborder cette préoccupation de la manière suivante. Prétendre que le peuple a besoin de ce que je dise, parce que c'est dommage qu'on puisse donner le message de la division, de la haine. Moi, je trouve que c'est mauvais. Je prends l'exemple de l'Afrique du Sud. Je ne vois pas le problème que nous avons. Lorsque Mandela sort de la prison, la préoccupation majeure pour la minorité blanche, c'était la sécurité de cette minorité blanche. Alors, pour tous les Noirs sud-africains, tout le monde voudrait que Mandela livre le blanc, qu'on le tue, qu'on finisse avec le blanc, qui ne jure pas, qui doivent occuper de ferme tout ce qu'ils avaient compris. Mandela n'a pas cédé. Mandela a fédéré tout le monde autour d'une vision ensemble. Et nous devons travailler et avec le blanc et avec les noirs. C'est-à-dire dans une république, lorsqu'on se croit meilleur plus que les autres, parce qu'on a un bon discours, parce qu'on passe à la télévision, moi je crois que c'est mauvais. Ici, il est question, s'il faut qu'on trouve la solution, c'est le chef de l'État. Si le président Félix Tshisekedi ne fédère pas les gens qui sont autour de lui pour dire tout ce que vous me demandez de faire, à utiliser la brutalité, ça ne doit pas faire avancer la République. C'est ce que Mandela a dit à tout le monde. Il a fait même une commission d'auto-évaluation. Cette commission a abouti à des sanctions graves. Même les gens de son parti ont été sanctionnés. C'est ça, c'est comme ça qu'on gère une république. Ce n'est pas avoir un nouveau gouvernement. Non. Lorsqu'on ne maîtrise pas la gestion de l'État. Parce que j'entends ici dans les plateaux, les gens disent c'est mauvais dans une république, un président qui manque une majorité. Mais il faut lire la Constitution. La Constitution le prévoit. Permettez-moi. La Constitution le prévoit. Le chef de l'État doit nommer un informateur s'il manque une majorité. C'est ça l'esprit de la Constitution. Non, je l'ai dit, l'esprit de la Constitution. Il faut lire la loi. Il faut pas, ne donnons pas des conseils, ne donnons pas des conseils avec l'émotion. L'esprit de la Constitution prévoit que le président peut avoir une majorité, il peut aussi le manquer. Lorsqu'il a une majorité, il nomme le Premier ministre facilement. Lorsqu'il la manque, il y a une procédure qu'il faut entamer. Alors, dans les cas d'espèces que nous avons, il ne faut pas dire que comment il peut vivre. Non, il faut qu'on lise la Constitution, qu'on sache. Le deuxième, je crois que celui qui est à côté de moi a énuméré une notion bien. Nous avons un gouvernement bicéphale, c'est que les gens ne comprennent pas. Qui est mauvais. Le président de la République, comme les gens disent, sa vision. Sa vision, c'est le Premier ministre qui le défend. Le président n'a pas une mission de la rue. Il faut que les gens aient une vision du chef de l'État. Non. Nous avons un gouvernement bicéphale, c'est-à-dire des exécutifs. Le président de la République exécutif. Le Premier ministre, chef du gouvernement, l'exécutif. Mais il y a le principe de redevabilité. Le président de la République n'est pas redevable devant le gouvernement, le Parlement. C'est le Premier ministre. Donc, même si aujourd'hui nous avons un nouveau Premier ministre, mais dès lors que nous avons cette culture-là, de croire que le président de la République devient l'homme provident. Cet homme provident, c'est lui qui doit tout faire, c'est lui qui doit révoquer, c'est lui qu'on ne peut pas contester, c'est lui qu'on doit dire oui à tout moment. Là, on ne comprend pas. S'il faut revenir sur la notion de séparation du pouvoir, monsieur le directeur, Montesquieu parle la séparation du pouvoir. L'objectif, c'était quoi? Que le pouvoir arrête le pouvoir. Que le pouvoir contrôle le pouvoir. Mais ce que les gens disent, c'est en dehors du principe en sciences politiques. Vous devez avoir une majorité. Les présidents de la République, on ne peut pas les contrôler, non. L'esprit de la séparation du pouvoir, il faut que le président perde le Parlement pour qu'il soit contrôlé. Il faut que le président contrôle le Parlement. Vous comprenez ça? Maintenant, lorsque le président de la République, lui-même exécutif, il contrôle le pouvoir judiciaire, lui-même il doit contrôler le pouvoir législatif, ça c'est une dictature. Vous comprenez ça? C'est une dictature. Bon, je pense que ici, pour qu'on trouve la solution,
Il faut que le président de la République lui-même ne suive pas ce que les gens disent dans la rue. La Constitution place les chefs de l'État au sommet de tout. Il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Donc les chefs de l'État ne peuvent pas créer des conflits institutionnels parce que lui-même il est l'arbitre. Il est le garant, il est le symbole de l'unité nationale. Donc le chef de l'État ne peut pas se mêler dans des petites querelles. Comprenez, M. Duvertet? Ça signifie quoi? Nous avons connu des difficultés avec le président Joseph Kabila, c'était le pouvoir parallèle. C'est ce que nous voulons subir aujourd'hui. Je crois que l'abbé Chol l'a dit. Un groupe de gens qui croient que le chef de l'État les appartient. C'est ce qu'on a connu avec le président Kabila. Un groupe de gens qui constituent un pouvoir parallèle. Vous avez un gouvernement figurant. Toutes les décisions doivent passer par terre avant que le ministre prenne une décision. C'est pas ça qu'on gère l'État. C'est ce que nous sommes en train de voir un autre groupe qui doit se constituer pour pleurer au chef de l'État, pour dire nous l'aimons. Non. Le chef de l'État, c'est lui qui l'aime, il paie les impôts. C'est ça. Oui. Parce que la République a besoin de ça. Tu ne peux pas aimer le chef de l'État dans la rue. Que quelqu'un vous dise moi j'aime le chef de l'État. Il travaille. Est-ce qu'on retient les impôts salariés? Il le bailleur. Est-ce qu'il paye l'argent? Tu ne peux pas, parce que le gouvernement doit fonctionner, il faut que le moyen. Le chef de l'État a une vision. Cette vision-là ne peut se concrétiser qu'à travers un moyen. Le moyen financier, ceux qui se disent que nous sommes d'accord avec la vision du chef de l'État, la première des choses, c'est faire la sensibilisation fiscale. Sensibiliser les gens à mobiliser les recettes. Le civisme fiscal, comme madame dit. Alors, lorsqu'on passe tout le temps à la télévision pour dire nous avons besoin de la divorce avec... c'est-à-dire les gens voudraient qu'on injecte les autres de la majorité pour que lui soit intégré dans le système. C'est ça. Non, pas ok. C'est ça. Monsieur Kambele. Oui. La question sur la table, c'est la question des consultations entamées par la CENCO. En tout cas, à la suite de Mamie Abongo et Madame Angèle, je dirais aussi que la voix de la CENCO vient perturber les débats. Ça perturbe les débats. Voilà que toute une émission de la RTNC est consacrée aux propos de CENCO, comme si c'est la CENCO qui consultait. À l'heure actuelle, c'est le chef de l'État qui consulte. Laissons-le mener ces consultations jusqu'à terme. Que la CENCO ne fasse pas ce que j'ai appelé tout à l'heure le cabois-bois. Cabois-bois, c'est-à-dire que vous vous mêlez d'une chose qui ne vous concerne pas et vous voulez prendre le devant de la scène. La personne qui a appelé à la consultation et qui consulte, c'est le chef de l'État. La CENCO se met là à la recherche de je ne sais pas quelle gloriole, là, à gauche, à droite. C'est pas son initiative. Et donc on laisse le chef de l'État mener ces consultations-là. Bon, ça c'est une chose. La deuxième, c'est dire que nous sommes sur un terrain politique, parce que tout à l'heure là on a attaqué mon parti qui a organisé, vous l'avez suivi ce week-end, une grande marche de soutien à l'action du chef de l'État, à ces consultations justement. C'est sur le terrain politique. Il y a des personnes qui s'est mises en retraite dans un village du Congo ici pour donner un point de vue contraire. Mais il est de bonne politique que ceux qui sont d'accord avec le chef de l'État expriment aussi leur soutien à ces consultations. Ce n'est pas de la récupération, comme disait ma voisine de droite. Non, c'est le jeu politique, parce que même du temps des Romains, quand un noble avait une proposition à faire, j'ai parlé tout à l'heure du sage romain qui disait chaque fois Carthago, delenda est, mais ceux qui étaient d'accord avec, je crois que c'est Caton ou Scipion, ils se mettaient derrière lui pour appuyer son idée. C'est de cette manière-là que l'UDPS a appelé avec l'ensemble d'autres partis acquis au changement et au progrès, à appuyer les consultations menées par le chef de l'État afin que, comme je l'ai dit encore au début, le pays soit désenvoûté. Nous avons été plongés dans les noirs par ceux qui ont pris le pouvoir pendant 2 décennies ici. Ils ne nous ont pas aidés à quitter l'enfer. Le pays ayant été confié à Dieu maintenant, laisser le pays se désenvoûter de toute cette action-là. Et nous allons sortir des ténèbres dans lesquelles on avait plongé. La lumière est déjà sur le Congo. L'action que le chef d'État mène va aboutir. Amen. Les cercles seront élargis de manière à avoir une base de pouvoir plus élargie
et plus équilibré, comme quelqu'un a réclamé là que le plateau soit équilibré. Moi aussi, je vous recommande d'équilibrer le plateau de manière à ce que le pays aille mieux de l'avant et que nous ne fassions pas le jeu de récupération de Senko qui, dans le temps, a appuyé la Mouka, faisant le jeu d'une certaine Union européenne de mauvaise augure. Dans tout le cas, mon plateau est équilibré, puisque personne n'est exclu ici. Personne n'est exclu, sauf ceux qui ont les yeux pour voir qui ne voient pas, et les oreilles pour entendre qui n'entendent pas. Voilà. Donc, je crois que lorsqu'on veut diriger, on ne tient pas un langage qui écarte les autres. Lorsqu'on veut diriger, on tient un langage qui concilie. Voilà. Nous avons un autre point. Attaquons le point le plus important, même si on terminait de consultation, pour que nous puissions donner du pain au peuple, il faut un budget. Le gouvernement a été, le week-end, a été à l'Assemblée et le budget que le gouvernement a présenté, c'est le 6 milliards,9. Alors, Madame Mabongo, vous êtes dans le domaine des recettes, 6 milliards,9. C'est un budget qui répondrait à la fin du peuple congolais. Monsieur Noël, nous sommes un grand pays avec toutes sortes de richesses. Mais ce qui nous a toujours tiqué, c'est le budget de notre pays. Il y a des pays plus petits que nous, mais qui ont des budgets costauds. Mais nous, un grand pays comme le nôtre, nous avons un budget, je peux dire, maigre ou modique. Et tout ça, c'est dû à beaucoup de tares que nous plaisons à entretenir. Merci beaucoup, mon voisin de gauche. Ce sont des antivaleurs avec lesquels nous trémalons chaque jour. Mais si nous essayons de mettre le sérieux, nous pouvons avoir un budget plus que ça. Et c'est que j'ai pu remarquer, quand j'ai suivi le discours du Premier ministre, il dit voilà le budget de 14 milliards de francs congolais, c'est-à-dire 6,9 milliards de dollars, c'est vraiment modique, mais ils ont pris des mesures. Ils ont pris des mesures pour que ce budget soit exécuté, pour qu'on puisse augmenter la hauteur des recettes. Et là, j'ai vu, il y a interdiction des pratiques de compensation et il y a la limitation des exonérations dérogatoires, il y a la suppression de l'octroi des exonérations. Voilà ce qui empêchait à ce que nous puissions augmenter nos recettes. Parce que vous êtes sans oublier, on a accordé des exonérations en désordre à certains opérateurs économiques. Il y a certains des grands opérateurs économiques dans notre pays, des politiciens, qui sont en même temps des opérateurs économiques, qui ne s'acquittaient pas vis-à-vis du trésor public. Et maintenant que le gouvernement prend à bras le corps ce problème de limiter les exonérations, nous pensons que l'argent peut tomber dans les escarcelles du trésor public. Que ça ne soit pas des vœux pieux, M. Noël, quand on parle de renforcement de lutte contre la corruption, gérer tous ces services qui sont dans nos frontières, parce qu'il y a multiplicité des services, multiplicité des taxes, tout ça aussi, ça empêche à ce qu'on canalise l'argent pour que ce dernier atterrisse dans le trésor public. Donc, il y a un effort à faire. On nous dit de gérer sur base caisse, mais on ne peut que dépenser si nous avons des recettes. Et quand nous avons des maigres recettes, au contraire, nous avons des dépenses qui ne font qu'augmenter, ça pose un problème. Parce qu'après la Covid, nous tous, nous avons vécu ici que les recettes ont dégringolé. Mais les dépenses, au contraire, ont augmenté. Voilà pourquoi nous demanderons que nous puissions avoir un budget
où la présidence et la primature doivent se discipliner et ne plus procéder au dépassement. Tous les services doivent être traités de la même manière et qu'aucun service ne doit se croire privilégié par rapport aux autres. Ça, c'est en termes de dépenses. C'est-à-dire, on doit chercher maintenant à prioriser des dépenses. Tout n'est pas priorité. Parce que dans notre pays, on croit que tout est prioritaire et on procède, il y a toujours des procédures d'urgence où on fait sortir l'argent en désordre et après on se rend compte que le budget a été largement dépassé. Voilà pourquoi. Parce qu'on nous a parlé avec la reddition de comptes de 2019, un dépassement de 14 000 pourcentages. Mais c'est trop ça. C'est faux, c'est faux. C'est la manipulation. Mais il a dit ça. On l'a dit à l'Assemblée nationale. Il y a eu des contradictions après. Mais au moins, ce que les députés ont eu à entendre, c'était 14 000. Mais c'est trop. Donc, il faut qu'il y ait quand même une certaine discipline dans le chef de nos institutions. On doit comprendre que nous sommes en crise. Il n'y a pas une institution qui doit avoir plus que les autres. Et je demanderai à la présidence. Nous avons vu tout au long de l'année, on a créé beaucoup de structures. Beaucoup de structures ont été créées au niveau de la présidence. Mais toutes ces personnes-là qu'on engage sont payées comment? Puisque ce n'est pas budgétisé. Donc on est en train de ponctionner dans certains secteurs pour privilégier une institution. On doit arrêter quand même ce genre de choses. Tout doit être budgétisé et tous les secteurs de la vie nationale doivent avoir la même importance. Moi je pense que de ce point de vue, on peut chercher à avoir un budget qui va satisfaire tout le monde. Mais seulement ma crainte, c'est qu'on ne peut pas penser développement avec un budget de 6 milliards où l'investissement n'a que 1%. Or, nous avons besoin des investissements pour résorber le chômage. Nous avons besoin des investissements pour que les capitaux frais atterrissent dans notre pays. Mais lorsque nous n'accordons pas assez d'importance aux investissements, nous risquons de tourner en rond. Okay. C'est ce qu'on appelle la bonne gestion. Oui, monsieur Lokaka, il y a le budget qu'on vient de déposer. Qu'est-ce que vous dites? Ce budget peut répondre aux attentes du peuple? Oui, je vous remercie sincèrement. Nous avons assisté à la défense. Moi j'ai toujours plaidé un plan stratégique de développement et d'industrialisation en RDC pour essayer de relever le défi intégré. Mais il est vrai que le Premier ministre a présenté, au-delà du budget, il y a ce que dans la formalisation de la procédure, s'il y a des faits de PICOC, de Huysmans, les effets des crises et d'autres orientations, il y a toujours des crédits additionnels avec le temps, le PSP, santé. Donc, à tout moment, ça, il faut recommander à nos députés que dès qu'il y a une matière qui nécessite l'argent, il serait important de recourir toujours aux crédits additionnels parce que ça fait partie des règles parlementaires. Mais ce qui m'a touché personnellement et ce que j'étais pour le Premier ministre, c'est le recensement général, c'est-à-dire l'identification de la population, ce qui a été intégré. Et puis, comme l'a dit le président de la République, chef de l'État, la lutte contre la corruption. Ça, le Premier ministre a répété cela parce qu'il y a des gangsters qui, naturellement, malgré le procès, malgré les jugements, mais les décisions ne sont pas toujours mises en œuvre. Et donc ça, sur notre justice, c'est-à-dire nous avons des procureurs, nous avons des hauts magistrats au niveau de l'auditorat, il y a des faits qui sont naturellement connus que ça c'est très mal. Et ça se voit aux yeux de tout le monde dans la République. Et sa mise en œuvre nécessite les énergies, les forces. Et le Premier ministre a répété, le chef de l'État se bat pour cette lutte contre la corruption. Le président Kabila, dans tous ses discours, il répétait. Donc, je crois que nous devons nous engager tous pour conjuguer ces efforts. Et comme ça fait le cheval de bataille au niveau institutionnel, c'est comme ça que ça a dit la séparation du pouvoir. Le pouvoir arrête le pouvoir. Et ça protège même le chef de l'État dans l'harmonie. Dès lors que le gouvernement fonctionne bien avec le Parlement et il joue l'arbitrage, en tout cas ce jeu démocratique dans notre pays va aller de l'avant.
il y a une chose importante. Comme démocrate, comme république, dès lors que nous avons une décision et que nous pensons tous, constitutionnalistes, politologues, et que cette décision n'est pas à sa place, il y a lieu de revisiter la décision au niveau institutionnel pour faire même la beauté de notre pays. Et c'est un esprit démocratique, élitiste. Donc nous devons nous dépasser, nous de l'UDPS, du FCC, d'ailleurs, le Front commun pour le Congo. C'est une solidarité de tout le Congolais. L'union sacrée de mon cher aîné Kambele pour désacraliser la politique. Ce sont pas des synonymes. Front commun pour le Congo. Ils sont tous pour le Congo. Union sacrée des Congo. C'est la même chose où on dit autrement. Alors maintenant, l'essentiel, c'est de conjuguer les efforts. C'est un jeu de mots. Mais tous concourent pour l'unité des Congolais. Alors, que faut-il faire? Il faut un homme bourré d'une probité morale et intellectuelle, mais dans la normalisation de la vie publique. Donc, sans le texte, sans la Constitution, sans tous ces règlements, alors nous n'allons pas nous trouver comme un pays. Et donc, le bon sens nous oblige à respecter ce que nous allons mettre. Et puis, nous n'allons pas tomber dans le piège du mal. Hier, il y a les gens qui étaient contre ces institutions. Il y a les gens qui étaient contre ces élections. Alors, nous n'allons pas tomber parce que 2 ans après, nous tombons dans leur schéma. C'est le non-sens. Évoluons ensemble pour rebâtir. Et je crois que ce que le Premier ministre a présenté, je pense qu'avec le temps, dans sa mise en œuvre, la lutte contre la corruption, l'identification, nous amène à un bon fonctionnement régulier, même mobiliser les fiscs Maman Mbombo. Dès qu'on a 4 millions de Congolais, $10 par l'impôt, on maximise leurs recettes. Je crois que nous encourageons ça. Ok. Alors, monsieur le fermier, le budget que vous avez en présence, c'est un budget de développement? J'ai dit que c'est difficile de pouvoir le qualifier de développement, vu sa modicité. Et d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas d'investissement, c'est que les fermiers, comme d'habitude, nous ne serons même pas, nous ne trouverons rien ici. En fait, un budget de 6 milliards pour un pays de 100 millions d'habitants. Plus de 100 millions d'ailleurs. Oui, parce que comme on n'a jamais, le recensement part de 84 jusqu'à maintenant, tout ça, tout le monde spécule, on est à 100 millions, tout ça. Donc le budget n'est pas suffisant, il n'est pas suffisant. Bon, il y a des raisons, il y a eu la Covid, il y a eu tout ce qu'il y a eu. Moi, je l'avais dit au budget passé, il fallait quand même que ceux qui sont au pouvoir appliquent ce qu'ils nous avaient promis. Les deux s'approchaient de 100 millions pour 5 ans. C'est-à-dire qu'il fallait un budget de 20 milliards chaque année. La première année, bon, non, on n'est pas arrivé. Bon, la Covid est venue déranger, tout ça. Et encore une fois, moi, je me dis, il y a des provinces où la Covid n'est pas encore arrivée jusqu'aujourd'hui. Hein. Mais ces provinces-là aussi sont dans l'impasse, donc n'ont même pas aidé les autres qui ont été malades. Ça, c'est quand même un problème. C'est quand même un problème. Donc, les provinces malades, et puis ceux qui étaient malades attendaient d'être malades. Jusqu'à la fin, la maladie n'est pas arrivée et ils n'ont pas produit pour pouvoir aider le reste de l'économie. C'est quand même aussi quelque chose qui n'a pas été bien géré. Bon, je ne sais pas, peut-être que les médecins ont leur façon de voir ça, mais moi, je me disais quand même, c'est comme ça que ça se passe au village. Quand il y a une famille qui est malade, les autres qui ne sont pas malades travaillent. Et moi, chez moi, quand une famille est malade pendant la saison des cultures, toute la famille, enfin, tous les habitants s'arrangent pour pouvoir offrir à ces messieurs-là un champ comme si lui-même était actif. Et c'est comme ça que ça se passe, la solidarité, c'est comme ça que ça se passe. Alors une province qui n'est pas malade attend jusqu'à ce que la maladie arrive, mais elle n'est pas arrivée. Mais la province aussi n'a pas produit, elle aussi continue à attendre, tout ça, seulement en train de recevoir tout ça. Donc c'est quand même un problème. Alors moi j'ai dit, qu'est-ce qui nous manque? Il n'y a pas d'investissement et on a 1%. 1%, ça représente quoi?
Qu'est-ce qu'on va faire? Continuer la route nationale numéro 1 pour arriver à Mbujimaï? C'est pas avec 1%, on ne pourra pas. Or, aller avec cette route jusqu'à Kasumbalesa, ça va résoudre beaucoup de problèmes. C'est un investissement important qui peut résoudre beaucoup de problèmes. Mais il n'y a pas d'argent pour ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'a pas l'argent pour chercher l'argent. L'argent appelle l'argent. Et puis moi, je vous ai toujours posé la question autour de cette table pour dire, dites-moi, de Mwanda et de Mwanda à Kasumbalesa, survoler le pays, où est-ce qu'il se fait un travail productif important dans ce pays? Ne prenez pas le secteur minier parce qu'il n'est pas à nous. Tout ce qui bouge comme secteur minier là-bas, au niveau de Lualaba, tout ça, ça ne nous appartient pas. Nous vivons seulement avec des miettes, c'est-à-dire ce que les autres donnent, mais l'argent, c'est pour les autres. Prenez mon secteur, le secteur agricole. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Donc il n'y a pas quelque part, même ceux qui ont de grands terrains. Moi, je suis tout à fait désolé de vous dire que il y a des politiciens qui disent, mais il y a des gens qui perdent leur temps dans la politique, mais ils ont des concessions importantes dans leur milieu, mais il n'y a rien. Il n'y a même pas une culture. Donc je me dis, tant que nous n'investissons pas, nous n'aurons absolument rien. Et puis il y a la diaspora qui nous arrive quand même. Ils viennent des pays développés, mais ils ne nous amènent pas le développement. Ils nous reviennent les mains vides. Ils laissent le développement qu'ils ont vu là-bas, ils reviennent ici, alors qu'ils devaient nous amener des idées qui peuvent nous faire avancer. Là, ce n'est pas pour critiquer la diaspora, c'est pour les interpeller. C'est pour les interpeller pour dire, revenez avec le développement et allons en avant. C'est comme ça que ce pays peut aussi avancer. Juste dire un mot. Moi, juste un mot. S'il vous plaît. Un mot qu'on n'a pas prononcé ici. S'il vous plaît. Je peux le dire? Bon, de toute façon, moi, je reste sur ma soif. 130 brigades agricoles qui étaient prévues dans le budget en 2000. 130 brigades agricoles. Moi, je les attendais. 130 brigades agricoles dans le programme du gouvernement de choses. Mais ça va commencer quand? Et puis non, Kanyamaka, ce n'est pas... Le mot que je veux prononcer, c'est la lutte contre la corruption. Au bout de 2 ans, ça donnait quoi? En termes de chiffres, on devrait pouvoir nous donner les chiffres. Et ça va un peu nous aider à renflouer ce budget-là. Une minute simplement. Oui, mais en termes de... On est arrivé à la fin. On est arrivé à la fin. Donc, documentez-vous, on reviendra sur le budget. Nous disions que là où il y a des hommes, les problèmes ne manquent jamais. Mais j'espère que les Congolais sont capables à trouver des solutions aux problèmes qui se posent. Aucun problème ne peut être au-dessus de l'intelligence des Congolais. Vous êtes capables de résoudre les problèmes. Donc, là où vivent les hommes, les problèmes ne manquent jamais. Et ne manqueront jamais. Mais alors, il faut savoir comment les résoudre. Soyons quand même à la hauteur d'être nous-mêmes d'abord, au lieu de compter sur les autres. Au revoir, mesdames. Au revoir, messieurs. Et à la prochaine. Naboyokani bobiso na tebo